Donc, on va enchaîner avec une projection. We're going to continue with the screening of a film by Alice Diop, director and researcher Alice Diop. And once we settle, I'll read her bio and we will proceed with the projection. Alice Diop. After a master's degree in history from the University Panthéon-Sorbonne and a desk in visual sociology, Alice Diop has been directing creative. Guys, it would really be helpful for us to be able to hear because it's important. After a master's degree in history from the University Panthéon-Sorbonne and a desk in visual sociology, Alice Diop has been directing creative documentaries and fiction films at international festivals since 2005. In 2017, she won the César for the best short film for her film Vers la Tendresse, as well as Grand Prix at the Brive Medium Film Festival. The same year, she won the grand prize in the French competition at the Cinéma du Rêve Festival for her feature-length documentary La Permanence, a festival where 3 years earlier she had won the Prix des Bibliothèques for her film L'Amant de Danton. Her film Nous, that we will be seeing, is selected in the Encounters competition at the Berlinale 2021, won the Berlinale Best Documentary Awards, and the grand prize in the Encounters competition. Her first feature film, Saint-Omer, selected in official competition at the Venice Film Festival 2022, won the Silver Lion and the Golden Lion of the Future, as well as a dozen other awards at numerous international festivals. Saint-Omer was nominated to represent France at the Oscars in 2022. I'm welcoming Alice Diop to be able to present Nous before we proceed with the screening. Thank you. Avant de commencer, je voudrais remercier très sincèrement toute l'équipe de Roland pour m'avoir invité à participer à ce symposium et aussi le professeur Philippe Sarr. Donc je suis là depuis le début, je suis une observatrice attentive et vorace. J'écoute tout et tout ce que j'entends est extrêmement riche, est extrêmement intense, est extrêmement dense. Et je pense que je vais avoir besoin d'un longtemps sur la plage de Toulouse Diallo pour déposer tout ça et laisser infuser tout ça et le reformuler en gestes de cinéma qui est l'endroit où je parle le mieux, qui est mon endroit à moi. Je suis une ancienne chercheuse en histoire, mais aujourd'hui je suis complètement une cinéaste et je suis ravie que vous ayez considéré que ce film Nous, que j'ai commencé à réfléchir en 2015 ou 2016, donc il y a bientôt 9 ans, un film que j'ai terminé il y a 4 ans. Je suis heureuse que vous ayez considéré ce film suffisamment important pour faire partie de la conversation autour de toutes les questions qui nous agitent depuis mardi. Et donc voilà, moi j'ai pris beaucoup de notes, j'ai réfléchi à beaucoup de choses, j'ai eu l'impression d'être complètement agrandie, multipliée par toutes les choses que j'ai entendues, y compris dans les panels, mais aussi dans les conversations informelles, durant les cafés, durant les repas, etc. Et c'est vraiment une grande chance pour moi de terminer l'année dans votre communauté. Je pense que j'en avais vraiment besoin. C'est un film que je n'ai pas revu depuis très longtemps. Et je dois dire que j'ai un rapport très compliqué à ce film aujourd'hui. Pas compliqué, mais en tout cas, voilà, je ne sais pas si je suis la même personne qui a cru en ce Nous. Il y a beaucoup de choses qu'on a mondialement traversées, il y a des choses que j'ai personnellement traversées, et il y a des choses que j'ai traversées en tant que citoyenne française. Et j'avoue que ce film que j'ai fait il y a 5 ans ou 6 ans, en m'interrogeant sur la possibilité du Nous, en fait, de façon extrêmement généreuse, extrêmement accueillante. Pour moi, c'était un projet, c'était une forme d'utopie, c'était une manière de réaliser une utopie par une proposition cinématographique qui pourrait être une utopie de quelque chose qu'on ne voit pas, mais qui existe déjà, ou en tout cas qui est un projet en construction. C'est vraiment l'idée avec laquelle je me suis embarquée dans ce voyage à travers ces lieux indistincts, à travers ces lieux on ne dit pas souvent, ou on dit souvent de façon extrêmement violente, la banlieue française.
où je vis, où j'ai grandi, où j'habite, où j'ai décidé pendant longtemps de consacrer une grande partie de mon cinéma. Et voilà, aujourd'hui, je suis dans un moment assez de réflexion par rapport à tout ça, de réflexion même sur l'idée de l'existence d'un nous et quel serait ce nous. Donc voilà, je n'ai pas revu ce film, je vais essayer de rester un peu pour le voir. Et je ne sais pas, voilà, j'essaierai de vous répondre à des questions Delphine avec la plus grande des sincérités, mais j'avais juste besoin de dire que la personne qui a fait ce film n'existe peut-être plus. Et je ne sais pas qu'est-ce que ce film fait aujourd'hui dans le monde qu'on habite, en fait. C'est vraiment une question que je me pose. En tout cas, peu importe le contexte, enfin, j'ai fait ce film dans un contexte et pour répondre à des questions bien précises à un moment bien déterminé de la France. Aujourd'hui, on est en 2024. C'est un film qui s'insère dans ce programme de 3 jours. Et moi, depuis ces 3 jours, en fait, il y a un extrait d'un livre que j'ai lu l'année dernière au Sénégal, dans une route qui m'emmenait de Touba Diallo vers le Sissalou. C'est un petit livre de Marianne Massé. Et je voudrais vous lire un extrait de ce livre qui s'appelle Respire, qui est pour moi une bonne entrée aujourd'hui pour peut-être rentrer dans ce film. Et ce n'était pas forcément le cas quand je l'ai fait, en fait. Donc voilà, je voulais juste lancer la projection par ce petit paragraphe du livre de Marianne Massé. Il faut un paysage complet pour respirer. Un paysage de choses, de gens, d'existence, de paroles, de relations. Un paysage qui vous plaise au moins un peu et auquel votre corps puisse quelque chose. Un paysage qui vous accueille et vous fasse une sorte de promesse, qui est quelque chose d'une ouverture, d'un soulèvement, d'une largesse, peut-être d'un départ, d'une réponse même. Un paysage de chaleur juste et de lumière amicale, un territoire mental d'espérance, comme le dit Gilles Clément du Jardin. C'est l'idée même du verbe vivre, en quête du bon paysage, du lieu tranquille. Ce qu'il faut, c'est pouvoir prononcer « c'est ici », de temps en temps. De temps en temps, coïncider suffisamment avec la proposition que nous font les choses quand elles courent se blottir contre nous. C'est ici, et si, et par hasard, mais ici quand même, avec ces 2 arbres, ce banc, cette marche, ce ciel. Voilà, merci beaucoup et je vous souhaite une très bonne journée. Celle dont Monsieur Thiers a dit qu'on la fusille, ma France. Bonsoir à tous. On a même 2 micros, des mouchoirs. On m'a dit hier que je faisais des blagues belges, mais on n'est pas à l'abri d'un petit moment d'émotion aussi. Ça, c'était pour détendre l'atmosphère, mais visiblement, c'était encore une blague belge qui tombe un peu à plat. Donc, trêve de plaisanterie, tout ça pour te dire, Alice, que je suis très émue d'être ta répondante ce soir. Et qui plus est pour un film qui me touche aussi profondément. Alors, je vais commencer par une petite introduction, à la suite de laquelle j'aimerais bien aborder 3 points spécifiques avec toi, et puis on ouvrira quelques questions publiques avant de passer à la partie festive de notre symposium. On est un peu moins nombreux, c'est normal. C'est le 3e jour. Peut-être qu'on a avec nous, ça va être plus intime en fait. C'est pas plus mal. On a avec nous les émotifs anonymes. Alors pour qu'on ait vraiment le sentiment d'être entre nous, on va vous demander de vous rapprocher un petit peu. N'ayez pas peur. Ce sera encore plus sympa. Pendant que vous vous rapprochez, je vais tout de suite commencer mon introduction. Nous, Enen, An, I, Ale, Ino, Erna, En Arna, Enkni, Sisi, Bisso, Enya, Awa, Mi, Oui,
Nuti, Nui, Mu, Mia, Yen, Isu, Isusu, Rona, Tina, Nyun. En Wolof, comme dans beaucoup de langues du Sénégal, de la sous-région et du continent, ou encore dans différentes formes de créole, le pronom personnel « nous » ne se limite pas à sa nature strictement grammaticale. Son usage reflète souvent une conception collective de l'identité et de la communauté, cohérente avec des valeurs culturelles de solidarité et d'interdépendance présentes dans les sociétés africaines. Il peut donc inclure un sens implicite de cohésion sociale, où il n'y a pas de distinction explicite entre un nous inclusif et un nous exclusif. Il contient donc en lui toute une philosophie, voire un paradigme, celui de l'Ubuntu, je suis, parce que nous sommes. En français, dans le langage courant, le nous s'est vu progressivement concurrencé et défié par la popularité du pronom on, peut-être plus inclusif pour exprimer des actions collectives de manière moins formelle ou moins désuète. Cela paraît anecdotique comme ça, mais c'est un grand débat pour les puristes de la langue française qui s'agitent et qui brandissent des étendards de la vulgarité. Et ce tout petit pronom nous ramène en fait à une histoire sociale, politique et culturelle. Le nous crée une distinction et une forme de distance qui sont de plus en plus marquées au point qu'il est de moins en moins employé dans toutes les couches de la société. Alice, dans ton film, tu interroges le nous et tu insistes aussi pour dire que nous ne signifie pas seulement les tiens, ceux qui se ressemblent, mais tous ceux qui pourront être le je de ce nous. Il ne s'agit pas de dire qui l'on est, de se déclarer. Il ne s'agit pas non plus de dire comme qui on est, mais ce que nous pourrions faire si nous tissions ensemble. Nous est le résultat d'un je qui s'est ouvert, dilaté, déposé au dehors, élargi. Alors, je voudrais, dans un premier temps, j'aimerais aborder avec toi la spatialité, qui est un aspect essentiel dans ce documentaire et qui est directement en lien avec la thématique de notre symposium. C'est pas seulement la spatialité, mais c'est surtout le sens de l'espace, c'est-à-dire la façon dont tu appréhendes l'espace, dont tu le traverses et le voyages, puis évidemment la façon dont tu le ressens, le restitues et le transmets. Tu repars d'un lieu qui est le tien, d'un sujet que tu connais bien puisqu'il s'agit de la ligne de métro du RERB, une ligne que tu empruntais et qui constitue le cadre métaphorique et géographique du film, une ligne qui lie la banlieue nord de Paris à la banlieue sud et qui traverse des mondes sociaux extrêmement diversifiés. De la zone industrielle autour du parc des expositions de Roissy, vers la vallée de Chevreuse, en passant par la banlieue des Grands Ensembles, la Courneuve, Drancy, la basilique Saint-Denis. Il raconte ces lieux dans la poésie du quotidien, allant de la banalité à la brutalité, car ces lieux parlent en trame de fond de la société française, mais surtout de la fracture sociale. Pourrais-tu, s'il te plaît, revenir sur ce geste et l'intention qui lui ont précédé de montrer ces espaces, le sens et l'esprit de ces espaces, et de partir ou de repartir de cette géographie. Merci beaucoup Delphine, et pour l'invitation et pour tes mots sur le film. C'est toujours très compliqué pour une cinéaste, pour un créateur, pour un artiste de repartir si loin dans ce qui a fondé le désir d'un film. C'est un film que j'ai commencé à réfléchir, comme je le disais, il y a 10 ans. Aujourd'hui, je me suis transformée, il y a énormément de choses qui se sont transformées, et je disais avant de présenter le film que je ne l'avais pas revu depuis super longtemps et que j'étais convaincue de ne plus être tout à fait la même personne.
Et je ne sais pas si aujourd'hui j'aurais autant d'énergie à me poser cette question, à arpenter ces territoires avec cette idée folle et utopique qu'il est encore possible de constituer un nous. Et même si j'ai plus cette énergie, même si j'ai plus cette croyance, même si je ne sais pas si j'ai cette générosité, je ne sais pas s'il n'y a pas quelque chose qui s'est abîmé à l'intérieur de cette croyance et de cette foi-là, avec tous les événements qu'on vit à la fois dans le monde et à la fois très spécifiquement dans la société française. Mais en tout cas, en le revoyant là, je suis hyper contente que ça ait eu lieu. Je suis hyper contente d'avoir été cette femme qui y a cru, et je suis hyper contente que le film porte la trace de cette croyance-là. Peut-être qu'elle reviendra, mais en tout cas, voilà, je suis contente vraiment de l'avoir fait. Pour répondre à ta question, c'est un film qui se place, qui est très important, en tout cas qui a vraiment un point important dans ma filmographie. Moi, j'ai grandi en banlieue parisienne, donc effectivement dans la banlieue nord. En fait, c'est une ligne de RER, le RER qui relie le Roissy-Charles de Gaulle à la vallée de Chevreuse. Et c'est un territoire qui est à la fois un territoire qui travaille effectivement, qui traverse des mondes sociaux très très variés, qui traverse aussi toutes les mémoires de l'histoire de France, donc qui traverse à la fois toute l'histoire de l'immigration post-coloniale du début des années 60, qui traverse beaucoup plus lointainement l'histoire des déportations, parce que le camp de Drancy est un des seuls camps de concentration à l'intérieur du territoire français était sur cette ligne. C'est un lieu qui traverse l'histoire de France, puisque tous les rois de France sont enterrés à la basilique de Saint-Denis, qui est sur la route. Voilà, c'est un lieu c'est vraiment un lieu qui porte en lui-même géographiquement, mais en même temps en souterrain, toute l'histoire, toutes les mémoires. Et l'idée de ce film était de collecter en fait ces récits, de collecter ces mémoires, en essayant de proposer en fait une définition subjective de l'histoire et de la société française d'aujourd'hui, c'est-à-dire comme une addition, une juxtaposition de toutes ces mémoires. Mais c'est aussi un territoire intime, puisque c'est le territoire où je suis née, c'est le territoire où j'ai grandi, c'est le territoire où j'ai décidé, jusqu'à ce film, de consacrer mon territoire cinématographique, ce qui n'est plus le cas, puisque c'est comme si c'était un film qui est venu en fait mettre un point d'achèvement à mon obsession de filmer ces lieux, de prendre soin de ces gens et de résister à la violence d'une construction d'un imaginaire qui confinait ces endroits où j'avais grandi, justement dans l'endroit de l'événement exceptionnel, dans l'endroit de la violence, dans l'endroit de la violence. Et en fait, quand on habite ces lieux, en fait, on les appréhende de manière totalement différente de ce que l'extérieur, de ce que les médias, de ce que le cinéma, jusqu'à récemment, en fait, tentait de configurer comme imaginaire. Donc c'était un film de résistance aussi d'une habitante de ces quartiers qui voulait restituer quelque chose d'un imaginaire de la banlieue qui interrogerait à la fois le stéréotype et qui serait en fait qui aurait l'audace finalement de filmer le rien, de filmer le non-événement, de filmer l'ordinaire. Et en filmant l'ordinaire de la vie quotidienne en banlieue, pour moi, c'était un acte extrêmement politique aussi. Donc voilà, c'est un film qui répondait, en tout cas au moment où je l'ai fait, à plusieurs envies, une volonté cinématographique de prendre soin de ces lieux par le cinéma, de collecter ces mémoires, de faire entrer en fait mon histoire intime et à travers mon histoire intime une histoire plus politique, c'est-à-dire l'histoire de l'immigration comme un point de l'histoire française. Et c'est quelque chose qui est très peu fait, en tout cas qui n'était pas du tout fait à l'époque. Donc je suis très 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 heureuse de revoir les images de mon père, de voir les images de ma mère, non pas que par un souci affectif et personnel, mais parce que c'est une manière pour moi de revendiquer l'appartenance de mes parents à cette histoire européenne, à cette histoire française. Et en tout cas, à l'époque où c'était une nécessité pour moi, c'était un vrai statement politique, c'était un vrai acte politique de dire nous sommes l'histoire, nous faisons partie de l'histoire, et le visage de Ousmane Diop est aussi important que la mémoire qui reste de Louis XVI, en fait, dans les mémoires de gens. Donc chacun a ses mythologies, mais moi c'était important d'accueillir dans ce film mes mythologies personnelles et d'en faire quelque chose qui ne concerne pas que moi, mais qui concerne toute une société en fait. Oui, c'est très beau cette façon dont tu parles, tout de suite pour rebondir sur ce que tu viens de dire, d'amener un contre-récit, un contre-pied
à des discours dominants et des représentations, et puis se réapproprie en fait cette agencéité du regard et du discours. Et tu fais magnifiquement le lien avec mon deuxième point, en fait, qui parle de la résonance de la mémoire collective, parce qu'en repartant de ton intimité et ton histoire personnelle, de tes propres souvenirs, ta sensibilité, tu établis un dialogue avec, et tu crées du lien avec d'autres récits. Des histoires individuelles qui sont souvent silenciées. Tu parles parfois des corps manquants et qui pourtant font partie d'une mémoire collective. Et la question de la mémoire, elle peut être très violente, même si elle est narrée avec toi dans une forme de douceur extrême. Enfin, je trouve, c'est peut-être très subjectif. Et à nouveau, tu repars de ce que tu connais avec cette forme de rupture, de perte qu'il peut y avoir dans la transmission entre les générations des familles de la diaspora. Et elle est violente, cette histoire de mémoire, à cause de l'invisibilisation d'une partie de la population dans l'histoire, qui l'exclut de cette même histoire en créant une hiérarchisation, dans la légitimation à faire trace et la question de qui a le droit au récit, en fait. Ce qui entraîne chez l'individu des problématiques de reconnaissance dans cette histoire et donc d'identification, mais au-delà de cela, nous sommes tous conscients aujourd'hui que cela participe d'un racisme systémique. Donc il y a un écho aussi qui est fait à la division raciale du travail dans cette scène magnifique où on voit la station de métro à 5h du matin, de RER à 5h du matin, et qui est mise en perspective avec cette messe de commémoration au testament de Louis XVI, et qui est interpellante et touchante à la fois dans la lecture de cette lettre, parce que ce que ça pose comme question, en fait, c'est à quel endroit un homme, et pour ça, je voudrais on s'excuse infiniment envers toi, Alice, et envers vous, public, parce qu'on a eu un souci avec la version sous-titrée. Donc, je voulais parler de cet homme qui parle en bambara à sa mère, qu'il n'a plus vu depuis très longtemps. Et quel est le lien, à quel endroit cet homme qui parle à sa mère et une lettre testamentaire peuvent susciter une émotion qui est susceptible de nous réunir. Quelle émotion, se situant à l'endroit le plus insolite soit-il, peut créer du commun et construire de l'universel. Tu parles d'un nous en mouvement qui peut faire hospitalité en portant une attention à ceux qui n'ont pas encore été rencontrés. Que pourrait-on éprouver de l'autre si on prenait vraiment le temps de le regarder? Qu'avons-nous en commun malgré nos différences? Qu'est-ce qui nous unit? Alors là, c'est plutôt une observation, mais je ne sais pas si tu veux répondre. Non, moi ce que je peux dire vraiment, c'est que c'est un film qui est apparemment très doux. Et d'ailleurs, je dois dire, j'ai pris énormément de plaisir à le tourner, ce film. C'est un film c'est vraiment le film qui m'a procuré le plus de plaisir, parce que c'est un film qui est brutal et qui est violent dans la manière calme de poser un certain nombre de certitudes. Et la première des certitudes, c'est que nous faisons partie de ce nous, que nous n'en partirons pas, enfin si on le décide, hein, c'est plus. Et en fait, quoi qu'on en dise, quoi qu'il se passe, on est une part du contemporain et du futur de l'histoire de France, et c'est avec nos récits, nos histoires, nos trajectoires que la société française se transforme de manière inéluctable. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aller contre cette évidence, en fait. Et donc le film, il pose cette évidence de manière très, très calme. Et c'est un film qui est très conflictuel. Il est très conflictuel dans la manière dont il est appréhendé. Il est trop conflictuel dans le montage, dans la collusion comme ça d'une lettre qui s'élève, du testament de Louis XVI qui est lu tous les ans à l'occasion de sa mort dans une messe gouvernée par des catholiques intégristes à la basilique de Saint-Denis, et bim, il collisionne avec les rares traces et le peu de traces qui restent de mon père, en fait. Et donc, dans cette collision-là, c'est-à-dire que le film, il propose un discours par le montage, c'est-à-dire que c'est pas moi qui prends le spectateur par la main et qui lui explique ce qu'il est censé voir, mais il y a quelque chose de conflictuel dans cette manière d'additionner, de faire collisionner des mémoires, des histoires, des visages, des récits, et dans cette collecte-là, et dans la manière dont le film les agence. C'est un film qui est très intranquille, et ça fait très longtemps que je ne l'ai pas
que je l'ai pas projeté à Paris, mais je me souviens qu'au moment où le film... le moment où je faisais toute la promotion du film, il y avait quelque chose de très, y compris par des gens qui sont très proches de moi intellectuellement et politiquement. En fait, ils disaient mais moi je fais nous, mais pas avec eux. Et en fait, les gens décidaient avec qui ils voulaient faire nous, qui était dans le nous, qui ne l'était pas. La chasse à courre, par exemple, où les gens étaient très stupéfaits de s'apercevoir qu'ils faisaient partie du même nous qu'Ismaël, c'est-à-dire dans un même film, c'est-à-dire qu'il y avait donc une espèce de conflit et une espèce de tension dans le film, dans le montage, qui préexistait, qui précédait toutes les projections. Et dans la manière dont les gens l'appréhendaient, en fait, le conflit est là. Le conflit était dans moi, c'est pas mon histoire, c'est pas mon nous. Et en fait, si le film propose de façon extrêmement autoritaire quelque chose qui est asséné de façon très calme, je sais pas, et très doux. C'est-à-dire que il y a pas de, on fait, en tout cas, il propose cette utopie, il propose cette idée que c'est possible de collecter et d'additionner. C'est même pas que c'est possible, c'est que c'est déjà là, en fait. C'est même pas que c'est possible, c'est que c'est à l'œuvre. Et c'est à l'œuvre et c'est quelque chose qui transforme profondément. Je veux dire, le fait que mon père soit arrivé un matin de 1966 en France, ça modifie profondément quelque chose de la société française, parce que nous existons, parce que nous sommes nés, parce que nous travaillons, parce que nous l'irriguons à notre manière, à notre façon, et ce ne sera plus jamais comme avant. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est inéluctable. Et voilà, le film le pose de façon très calme, mais le conflit est dans la tension même de mettre en relation tous ces mondes-là, qui s'ignorent, qui ne se savent pas, qui ne se veulent pas, voilà, il y a quelque chose qui est réalisé par le fait même par le montage, en fait. C'est ça que j'essaye de dire. Oui, je comprends ce que tu veux dire, qu'esthétiquement et techniquement, presque le spectateur est invité à plonger dans ce récit collectif. Et puis, à traverser, à l'éprouver aussi. À l'éprouver. Et puis il y a une forme de réparation symbolique, en fait, aussi, de cette silenciation et de cette invisibilisation. Et donc, pour le troisième point, avant de vous donner la parole, j'aurais voulu parler avec toi de la contextualisation du nous au Sénégal. En Wolof, il y a le geste d'humilité du ñu employé au lieu du ma pour parler d'une action personnelle, et le ñun d'inclusion où l'on parle au nom d'une famille, d'un groupe ou d'une communauté plus large. Tous deux font écho à certaines pratiques sociétales sénégalaises. Pour faire lien avec la thématique du jour et pour aller plus loin, comment entends-tu l'introduction du concept d'individu dans le ñun? Comment conserver sa singularité dans le ñun, son être, face à la dichotomie d'une modernité invasive qui induit des formes d'individualisme, tout en restant ancré dans cette particularité du collectif, où certaines sociétés sont parfois empreintes de tellement de normes et de pression sociale et sociétale. Ton film est un manifeste, presque un projet de vie qui traverse toute ta filmographie, même si tu t'en sens distante aujourd'hui. Il pose des questions ouvertes et en tant que spectateur, il nous interpelle également. Il ne nous laisse pas indemnes. C'est pas possible de rester insensible parce qu'il nous demande en somme où nous en sommes de notre façon de faire famille et communauté. Et sans faire de slogan, il interroge justement profondément le politique, comme tu l'as dit, et les mots qui sont désossés de leur sens, avec des concepts qui ne sont plus à la hauteur des idées qu'ils contiennent. Est-ce que la démocratie veut encore dire quelque chose? Que veut dire la fraternité? Que veut dire l'égalité dans la République? C'est aussi le rêve collectif pour une société meilleure qui est questionné, et puis l'incarnation de ce que veut dire prendre soin de nous et habiter le monde. Depuis quelques jours, on en collecte des concepts, des théories, mais cette question de l'incarnation, moi, elle me transperce pour le moment. Comment on fait vraiment pour le vivre? Comment on fait pour prendre soin des autres quand on... Ça y est, l'alarme arrive. Quand on n'arrive plus à prendre soin de nous-mêmes. Et dans tes nombreuses interviews, dans les nombreuses interviews que j'ai écoutées de toi, tu dis, et je te cite, « L'histoire est une fiction. Ce n'est pas tellement ce qui a été, c'est ce que l'on en raconte et ce que l'on dit à partir de là où on est. » En outre,
Nous, New No Wolof, fait écho à un film de ta filmographie que tu as intitulé Les Sénégalaises et la Sénégaloise. Pourrais-tu nous parler du coup de ce rapport au nous, comme tu le vis et tu l'interprètes ici, Au Sénégal. au Sénégal? Ah. C'est quelque chose qui se vit, comment dire, je sais pas tellement. Moi, tout ce que je peux dire, c'est que la manière de faire nous, je choisis en fait les endroits où j'ai envie de me lier, les endroits où j'ai la liberté de me délier. Et en tout cas, j'ai une identité qui accueille des multiples moi. Je suis beaucoup de choses. Je suis une femme noire, je suis une femme noire française, je suis une femme noire sénégalaise, je suis une sérère, je suis tellement de choses. Et en fait, il n'y a pas de hiérarchie dans tous les mois. Il y a pas de, et je décide de me lier en fonction au gré des appartenances, au gré des propositions. Il y a des fois, je fais nous, il y a des fois, je ne peux pas faire nous, y compris ici, je ne veux pas faire nous, je ne peux pas faire nous. Donc voilà, je pense que c'est le propre des êtres hybrides que nous sommes tous, et particulièrement des gens qui ont la trajectoire que j'ai, qui sont fondés sur un parcours migratoire et sur des déplacements, des reconfigurations. Donc voilà, ma manière de faire nous au Sénégal, elle est très lâche. Elle dépend des circonstances. Je fais nous avec certaines personnes, pas avec d'autres. Je fais nous à certains moments, pas dans d'autres moments. Et c'est des choix, c'est des négociations, c'est des collaborations, c'est des accueils, c'est des reconnaissances réciproques ou pas. Donc c'est quelque chose qui est très en mouvement, qui est très mouvant, qui n'est pas du tout figé en fait, et qui bouge, et qui va continuer à bouger, et qui bouge d'autant plus que je ne sais plus tellement où faire nous dans le monde en ce moment. C'est certainement pas en France, pas spécialement aux États-Unis où je vis depuis quelques mois. Je ne sais pas si je pourrais le faire complètement ici. Donc j'ai l'impression que le seul endroit d'habitat pour l'instant, en tout cas, c'est de vivre pour moi entre les mondes. Mais c'est pas de m'ancrer quelque part. Et c'est une vraie douleur. C'est quelque chose, c'est une vraie perte. Mais voilà, je ne sais pas si je réponds à la question, mais en tout cas, je peux juste dire où je suis aujourd'hui, quoi. Si, et je la comprends très bien aussi, personnellement et intimement, cette question de la maison. Je vais vous inviter je vais ouvrir au public et je vais vous inviter à poser des questions. Merci beaucoup Alice pour ce très beau film que je n'avais jamais eu l'occasion de voir avant ça. Merci Delphine pour ta belle modération également. Je me posais la question de savoir ce qui a guidé le choix des protagonistes, pourquoi eux en particulier plutôt que d'autres, et pourquoi avoir choisi de commencer et de finir avec ces protagonistes de la chasse particulièrement. Alors pourquoi eux? Parce que eux, j'ai envie de dire, parce que je ne suis pas sociologue, parce que l'idée n'était pas de faire un catalogue exhaustif de tous les représentants de toutes les catégories socio-professionnelles, toutes les socio-culturelles qui composent une société, parce qu'une rencontre, et parce que vraiment, parce que c'est des rencontres avec des personnes que j'ai eu envie de filmer, et c'est ces gens que j'ai envie de filmer, additionnés les uns après les autres, qui composaient une forme de portrait subjectif, parce qu'il ne s'agit que de ma subjectivité, de ce que pourrait être un espèce de portrait composite de ce que c'est que la France au XXIe siècle, au début du XXIe siècle. Donc c'est des gens que Ismaël, que j'ai rencontré avant de faire le film. Peut-être revenir sur l'origine, la genèse de ce projet. Il part d'un livre qui s'appelle Les Passagers du Roissy Express, qui est un livre qui a été écrit en 1989 par François Maspero. Et François Maspero était notamment l'éditeur de Frantz Fanon. C'est un éditeur de tout un pan de la pensée décoloniale. Il avait une maison d'édition et une librairie à Rue des Écoles qui était très, très, très importante. Une des rares librairies marxistes à Paris, et qui accompagnait vraiment tous les mouvements d'émancipation décoloniale dans les années 60. Et donc, Maspero a écrit ce livre où à partir d'une randonnée qu'il a faite autour de cette ligne B du RER, qu'il a traversée jour après jour pendant 2 mois avec une photographe qui s'appelait Anaïk Frank. Et le principe de sa randonnée, c'était de faire chaque jour une gare et de randonner, de marcher
dans des endroits où personne ne marche jamais, c'est-à-dire en banlieue. Et c'est vrai qu'en banlieue, on est mu vers le centre, c'est-à-dire qu'on quitte ces endroits pour aller au centre, pour aller à Paris, mais personne en fait ne flâne, c'est-à-dire qu'on y vit. Je ne sais même pas si on y habite vraiment. En fait, on y dort, mais enfin, bien, si justement le film prouve qu'on peut y habiter et que quelque part c'est une proposition de regarder comment on habite ce lieu. Mais en tout cas, c'est un endroit. Moi, dans ma propre expérience de jeunesse, c'est un endroit qui n'est fait que pour être quitté. C'est-à-dire qu'on attend le moment où on sera en mesure, soit économiquement, soit socialement, de pouvoir en partir. Ce n'est pas un endroit où on a l'ambition de rester toute une vie. Et donc lui décide d'aller regarder ces endroits en étant armé par aucun discours, ni sociologique, ni journalistique, mais juste voilà, en essayant de flâner et en racontant ces lieux, en utilisant la littérature comme médium. Et moi, j'avoue que c'était la première fois où je voyais la banlieue de mon enfance racontée dans les mots de la littérature et pas dans la langue froide et académique de la sociologie, de l'anthropologie, ou alors la langue rapide du journalisme, etc. Donc ça a été une vraie découverte. C'est un très, très, très beau livre. Et donc, j'ai eu pendant longtemps l'envie d'adapter ce livre et de refaire, comme Maspero en son temps, 30 ans après, le même voyage, la même randonnée. Mais je n'avais pas envie de partir avec une caméra. C'est-à-dire que je sentais que je ne savais pas encore tout à fait quel film j'avais envie de faire, mais je savais que j'avais envie de faire un film de voyage, un film de contemplation, un film de marche autour de ces endroits que j'ai habités sans vraiment apprendre à les regarder vraiment, en fait. Et donc, je suis partie comme lui, pendant 2 mois, non pas avec une photographe, moi, mais avec un aquarelliste que j'avais rencontré au procès de Fabienne Cabou, auquel j'ai assisté et qui a été le moteur de mon film de fiction Saint-Omer. Donc, je suis partie avec Benoît. Et on a marché, et comme Maspero, on s'arrêtait chaque jour dans une gare et on marchait. Et le principe, c'est de jamais rentrer chez soi, et c'est de dormir sur les lieux. Donc moi, je dormais dans des hôtels Formule 1 ou chez des habitants ou chez des gens que je connaissais, mais je ne suis pas rentrée pendant 2 mois. Et c'est vrai que cette manière de découvrir un lieu que je connais si bien, mais dans l'espèce d'énorme disponibilité que vous confère le fait de marcher sans aucun préconçu. Il y a énormément, j'ai rencontré énormément de gens, énormément de choses, des gens que j'aurais pas forcément rencontrés si j'y vivais. Ismaël, il habite à 3 rues de l'appartement, de la maison où ma sœur vit, et elle ne l'a jamais rencontré parce qu'elle arpente le lieu, elle arpente en fait une géographie de cette ville qui ne peut pas rencontrer un sans-papier qui vit sur une casse à côté des rails, quoi. Donc voilà, il y a plein de gens comme ça. Ismaël, c'est une rencontre. J'ai décidé de partir avec ma sœur en tournée. J'ai rencontré ces patients, des gens qui vivaient à côté de chez moi sans avoir jamais passé la porte de leur appartement, de leur pavillon. Et c'est aussi une autre histoire complètement silencée qui se raconte, l'histoire de la vieillesse blanche, voilà, de cette petite classe moyenne française blanche qui meurt comme ça à bas bruit. Et par ailleurs, dans le cours du tournage, tous les gens que j'ai filmés sont morts quelques mois après parce que l'épidémie du Covid est arrivée et ils ont fait partie des gens qui sont partis les premiers. Donc je suis heureuse que le film finalement soit aussi un mémorium porte la trace aussi de ces existences qui auraient disparu sans laisser trace si j'avais pas eu l'opportunité de pouvoir les filmer avec ma sœur. Donc pour répondre à votre question, voilà, je compose subjectivement un portrait de la société française à partir des endroits que j'avais envie d'aller filmer, à partir des gens que j'ai pris plaisir à rencontrer et donc à filmer. Et voilà, j'ai pas fait de casting et j'ai pas répondu à une injonction sociologique quelconque. La chasse. La chasse, c'est mon exotisme à moi, c'est-à-dire que je retourne le regard. C'est très rare de pouvoir pénétrer, et ça a été très long d'ailleurs, de pénétrer ces endroits qui se soustraient aussi au regard, mais parce qu'ils ont le pouvoir de le faire. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont invisibilisés et il y a des gens qui s'invisibilisent parce qu'ils ont le pouvoir de le faire. Et en fait, c'est tellement un des fondements de... Moi, j'ai adoré assister à ces scènes de chasse. J'allais tous les mardis pendant quasiment 1 an avant qu'ils acceptent de me laisser entrer, en fait, avant qu'ils m'accueillent, clairement. Et voilà, c'était très... Pour moi, ça dit tellement quelque chose d'un fondement de la société française qui ne peut pas se dire, mais qui, là, se voit clairement. C'est-à-dire les origines aristocratiques, monarchiques, et à quel point, en fait, ces structures monarchiques sont
continue à structurer en fait tout le corps social français. Et ça, c'est quelque chose qui, moi, était assez fascinant à observer et qui était tellement troublant de jouer à ce point un jeu comme ça qui marque de façon ritualisée les différences sociales, quoi. C'est un espèce de concentré de ce qu'est la France, mais de ce que la France ne veut pas voir, de ce que la France ne veut pas dire d'elle-même. C'est-à-dire une société qui est profondément monarchique. Et donc voilà, c'était très... donc ouvrir... En fait, je pense que j'ai pas du tout tourné dans la chronologie, mais cette scène de début, cette scène de guetteur, parce que Marcel est un homme des bois, c'est-à-dire c'est un guetteur, c'est celui qui va le petit matin dans la forêt trouver la trace du cerf pour pouvoir en fait permettre aux cavaliers, qui sont des aristocrates, de le chasser. C'est-à-dire c'est ceux qui font les bois, c'est des hommes qui vont traquer le cerf, qui vont traquer la trace du cerf pour pouvoir guider la chasse en fait. Donc c'est vraiment traditionnellement toujours le petit peuple en fait qui est dévolu à cette tâche-là. Et donc là, c'était un moment autour du brame, du cerf, donc c'était plutôt en octobre. Et cette scène-là qui met en présence deux mondes, un guetteur et quelqu'un qui est, et cette bête-là qui est traquée, qui est à la fois désirée, qui est à la fois craint. Il y avait quelque chose de métaphorique. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je le lis, mais chacun est libre de pouvoir l'interpréter comme il l'entend et comme il le souhaite. Mais pour moi, cette scène-là, elle permettait au spectateur qui a très peu de clés, où je donne très peu de clés, c'est-à-dire c'est une traversée, c'est une plongée dans ce voyage très intime, très contemplatif et très personnel. Et je donne très peu de clés, à part effectivement le montage. Mais pour moi, cette scène, c'était une manière de dire ce qui allait être en jeu dans le film. C'est-à-dire, il y a deux mondes qui se regardent comme ça à la lisière. Et l'idée, tout le projet du film, c'est d'aller de l'autre côté, c'est de rapprocher en fait les mondes, c'est d'abolir en fait ces frontières et ces barrières. Et c'est de tenter de plus regarder comme ça en chien de faïence, mais de pénétrer en fait dans chacun de ces mondes qui sont séparés par des frontières. Et pour moi, voilà, Ismaël, quand il arrive, il y a quelque chose de... Enfin, j'arrive même pas j'ai même pas besoin de le formuler théoriquement, parce que pour moi, je le formule dans le montage, je le formule dans la manière de construire le récit, mais pour vous donner un élément pour tenter de répondre honnêtement à votre question, pour moi, cette scène de début, elle dit quelque chose de tout le projet du film, dans l'idée de rapprocher des mondes qui se regardent comme ça à la lisière, qui se regardent de loin, qui se regardent avec autant de désir que de crainte en fait. Et c'est d'abolir cet écart. En fait, Alice Diop, vous êtes tellement pédagogue que je vais essayer de limiter mes questions parce que le timing. En fait, d'abord, je voudrais faire quand même un commentaire général. Hier, je suis allée voir ou revoir Djagambay, le maître de la parole de Laurence Gavron. Et aujourd'hui, je revois le document. Enfin, c'est un film un peu documentaire et en même temps un peu fiction, parce qu'il y a quand même une question d'imaginaire que j'avais revue il y a quelques mois. Moi, j'ai quelques questions. Le nous, là, est-ce que vous ne pensez pas que c'est un nous d'altérité? C'est-à-dire, c'est les autres qu'on ne voit pas, y compris les guetteurs qui, en réalité, on ne voit pas. C'est-à-dire, l'élite, l'aristocrate, ne les voit pas, ces guetteurs. Ils ont une fonction. D'ailleurs, et aussi, les aristocrates, on ne les voit pas. Où ils sont, les aristocrates? À part le monsieur qui est très mal habillé, gros, et qui montre sa puissance et tout, on ne les voit pas trop. On voit surtout les serveurs. Donc, c'est pour moi, dans cette géographie du nord au sud, c'est un peu tous ceux qui se déplacent pour le travail, qui sont posés depuis par leur histoire et qui ne sont pas placés parce que invisibles. Est-ce que vous pensez que c'est un regard que c'est comme ça que j'ai pris le film? Après, je pense que le monsieur qui, je crois, vous avez beaucoup de respect pour lui, c'est votre professeur, non? Voilà. C'est pas du tout mon professeur. Ok. En tout cas, c'est un intellectuel qui porte un regard qui s'ajoute au regard que vous portez sur la mobilité du nord au sud et qui donne peut-être là un regard assez critique. Les choses ne changent pas, les classes sont figées
Et il y a toujours, voilà, donc je voudrais savoir par rapport, parce que là aussi j'ai bien vu pour la seconde chose que vous avez pas utilisé, mais vous avez profité comme une opportunité de ce monsieur qui a un regard très précis sur la société française. Voilà. Et la troisième chose comme question, c'est que est-ce que vous pensez que vous allez refaire d'autres films sur la géographie justement de gens qu'on ne voit pas, du quotidien et tout, ou est-ce que ça ne peut pas se reproduire ailleurs parce qu'en fait, ce que vous avez fait est intimement lié à votre histoire personnelle et à votre intention quand même de marquer la trace, votre trace, la trace de vos familles, mais aussi la trace d'Ismaël, qui n'est pas du tout de votre famille, mais qui fait partie de la grande communauté des migrants. Je ne sais pas si mes questions sont claires. Moi, je pense que c'est plus un commentaire que des questions. Mais c'est intéressant, mais je ne sais pas comment répondre. Je ne sais pas comment je pourrais répondre, parce que j'entends ce que vous dites, et qui pour moi est plus un commentaire que des questions. La première, c'était quoi? C'est par rapport au nous altérité. En fait, ce n'est pas un nous commun, un imitateur commun, c'est nous les autres qui sont oubliés, qui ne sont pas visibles, qui sont niés, qui sont méprisés. Et Pas que. Pour moi, le nous est très large. Le nous, il est là, mais le nous, il englobe tous ces récits. Il n'est pas. Sinon, je m'arrêterais à Saint-Denis. Et j'irai pas dans la vallée de Chevreuse, et j'irai pas jusque. Les méthodes, ils sont méprisés aussi. En fait, c'est le nous, effectivement, de gens qu'on ne regarde pas, qu'on ne voit pas, mais c'est aussi toute la collection et toute l'addition des mémoires qui fondent une société, en fait. Pour moi, c'est plus comme ça que je l'entendais, en tout cas à l'époque. Mais après, les films sont très ouverts, et vraiment, les cinéastes ne sont pas du tout les propriétaires du regard qu'on porte sur leur film, bien au contraire. Le film est une proposition. Et d'ailleurs, à l'époque, pour moi, c'était une question. C'était plus une question qu'une affirmation. C'était quelque chose d'utopique. C'était quelque chose de flottant qui et qui était amené à se compléter. Il y a rien de figé. En tout cas, le nous, mon nous, était beaucoup plus ouvert qu'un nous inclusif. C'était pas que les miens. C'est quelque chose qui, dans mon esprit, qui accueillait beaucoup d'autres. Et si est-ce que vous referiez un film de ce type sur ce sujet qui est passionnant, quoi. Là, directement, j'en ai pas le désir, ni l'envie, ni le projet. Voilà. Mais c'est pas une recherche expérimentale. Voilà. C'était une recherche expérimentale, mais qui est terminée, et là, je suis ailleurs. Merci en tout cas pour votre main. Pour revenir sur ce nous, moi, je me sens personnellement prise à l'intérieur de ce nous, parce que, comme j'en parlais au début, elle nous interpelle en tant que public, en fait. Et c'est ce que tu viens de dire, en fait. Nous, on est interpellés à l'intérieur de cette question du nous, donc inévitablement, c'est nous tous ensemble. Mais quand je disais que même ma sœur ne voit pas Ismaël, il ne fait pas partie de son nous. Donc, ce n'est pas que les invisibiliser, c'est-à-dire que même Ismaël, il ne sait pas qui est Madame Calais, la patiente de ma sœur, avec qui elle passe un certain nombre de temps. Vous voyez ce que je veux dire? Merci. En fait, le film, j'étais désespéré par le film et je ne comprenais pas ce qui se passait jusqu'à ce que vous vous mettiez à expliquer ce qui se passe, comment vous voyez les aristocrates et quel rôle ils jouent dans votre film. Et en fait, ça a éclairé le malaise que j'avais pendant que je regardais le film. Pendant tout le film, j'étais assez mal à l'aise, en fait. Et je pense que je suis d'accord avec madame. Vous dites que vous ne filmez pas un nous, en fait. J'ai l'impression que vous filmez des jeux. Et en fait, ce que vous illustrez, enfin, désolé, la manière dont je vois le film et dont je le vis, c'est qu'il y a une totale étanchéité des frontières qui sont telles que, et vous l'avez dit, par exemple, votre sœur et Ismaël, vous et quelqu'un d'autre, en fait, vous faites la jonction, vous avez cet écrivain qui dit qu'il écrit la Corrèze parce que ces histoires-là n'existeraient pas, mais là, en fait, moi, ce que je ressens dans ce film-là et qui me semble
terrifiant, c'est qu'il est totalement impossible, qu'il n'y a pas d'espace pour créer une société. Il y a des fonctionnalités et il y a des gens qui ont du pouvoir, qui ont le pouvoir de se cacher. Il y a les autres qui vivent, qui ne rencontrent que ceux qu'ils doivent rencontrer, etc. Et ça, c'est assez terrifiant pour moi. Mais bon, désolé. Non, mais je comprends, merci beaucoup pour votre remarque. Et en fait, moi, la seule consolation, c'est pour ça que la seule consolation que j'ai devant ce que vous définissez comme un malaise, que je peux partager aussi, c'est que le film devient un espace utopique où ce projet société existe dans le cadre d'un film qui fait 1h50. Il existe là pour moi. Il n'existe plus forcément aujourd'hui, il n'existe plus... Et quand je dis que je ne sais pas si aujourd'hui j'aurai l'énergie, la foi, la croyance de refaire ce film, c'est que je suis tellement abîmée à l'endroit de cette certitude. On a beaucoup parlé ce matin de cette éthique de l'hospitalité, de ce devoir immémorial d'accueil, etc., que je trouve... C'est une pensée qui me fait tenir debout dans les moments où tout vacille. Mais j'avoue que je l'éprouve pas, en fait, que je l'éprouve plus dans ce que je vis, que je l'éprouve plus dans le lieu où j'habite, que je l'éprouve plus dans les choses qu'on vit collectivement, dans les... Et donc, c'est sûr que ces mondes-là qui s'ignorent, ils existent dans le film. Et je me souviens de la première projection du film, où il y avait là, tous ces aristocrates là, des chasses à courre, il y avait Ismaël qui était là, il y avait ma sœur, il y avait quelques-uns de ses patients, j'étais là, mais en fait, le nous, il est dans la salle de... Il était à Beaubourg, la première projection du film, tout d'un coup, le film réunissait dans le même espace des gens qui ne se connaissent pas. Et c'est-à-dire que même les gens de la chasse à courre, quand ils ont découvert le film, ils ont découvert dans quel nous je les avais mis. Parce qu'ils ne savaient pas, en fait. Ils pensaient que je faisais un film sur eux, sur la banlieue, mais tout d'un coup, ça devenait même la projection, devenait un endroit de rassemblement de quelque chose qui, je suis d'accord avec vous, n'existe pas dans le réel. Mais c'est aussi la beauté, le pouvoir du cinéma. On parlait ce matin quand vous interpellez Féluine en disant mais comment rendre réel, pratique cette éthique de l'hospitalité, et Féluine, tu répondais que c'est aussi dans la transformation des imaginaires qu'en fait ça advient d'abord là, et ça advient dans la manière de recréer, d'inventer un espace où cette utopie peut avoir lieu pour espérer qu'elle puisse sortir de l'écran et devenir quelque chose qui se transforme en acte. C'est moi, tout ce que j'ai entendu ce matin, tout ce que j'entends depuis 3 jours, c'est du carburant qui va infuser et qui peut-être va devenir un désir de film qui va peut-être transformer l'imaginaire d'un spectateur dans une salle en Corrèze qui va tout d'un coup avoir une épiphanie devant un certain nombre de questions qu'il était incapable d'appréhender lui-même. Donc pour moi, cette utopie-là, c'est pour ça que c'était si confortable pour moi d'être dans ce film. C'est pour ça que, malgré tout ce que j'ai pu dire, j'étais très heureuse de le revoir, parce qu'il y a quelque chose, il porte une utopie que je n'éprouve pas, auquel je ne crois plus, dès que je sors de l'espace de la projection. Mais c'est beau que ça ait lieu au moins là. Sinon je ne ferai même plus de cinéma, j'y croirais même plus. Une toute dernière question. Et après, on devra terminer, clôturer là. Désolée. Parce qu'on a la soirée qui se poursuit. Okay. Merci. J'arrache toujours le micro au dernier moment. Merci. Je vais faire très bref. Merci Alice, merci beaucoup parce que vous nous avez offert une belle projection. Vous dites documentaire, je me demande si c'est un documentaire, mais c'est un documentaire. Je me demande si c'est un film, c'est vraiment un film. Et c'est du cinéma. Bravo. Elle est très belle, l'image, la photographie, parce que je suis photographe. J'ai vu la lumière dès le départ, le soleil qui voulait sortir là, pendant qu'on guettait, on attendait. Et j'ai vu entre les arbres beaucoup de lumière. Le paysage est très beau. On sent la campagne, on sent la ville. Et parfois, un train passe, il n'y a que des images que je voyais. Donc, pour moi, c'est un livre, c'est plus que du film. C'est un livre de plusieurs pages, des milliers de pages. Et les nous, c'est des milliers de nous aussi. Parce que je ne parle pas des gens cachés ou tout cela, j'ai senti tout le monde dedans. J'ai senti la sénégalaise, je n'ai pas senti la sénégaloise.
J'ai senti beaucoup de métissage en vous et je pense que vous avez très bien traité le sujet en disant nous dans la salle aussi. Il y a beaucoup de nous ici dans la salle. Hein. C'est pas pareil, mais au début, je sentais un peu une différence de classe par-ci par-là entre les personnes et les milieux. Mais bon, c'est allé de la banlieue, des petits métiers, des subalternes, jusqu'à la bourgeoisie, je dirais, parce que c'est ça, l'aristocratie aussi quelque part. J'ai senti beaucoup de chansons de Roland, par exemple, et tout cela. Et donc, je voulais vous dire bravo pour tout cela, pour ce que vous nous avez offert. Et c'est peut-être pas ici qu'on va dire nous pas bouger, mais j'aimerais savoir si vos enfants voudraient être entrés auprès de leurs grands-parents, ce que vous ferez. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je ne sais pas si tu veux dire le mot de la fin. On va clôturer doucement parce qu'il y a une performance qui nous attend à 20h30 et il est déjà 20h à Raw Material Company et on enchaîne avec une vraie fête. Donc on peut continuer la conversation autour de la danse et puis ce serait un bel exutoire après ces trois belles journées. Très, très, très riche. Merci encore vraiment de l'invitation. Merci de tous ces carburants avec lesquels je pars. Merci beaucoup pour d'avoir permis d'avoir fait ça, parce que je pense que c'est très intense. Très, très intense pour vous tous. Ta douceur et ta force. Merci Delphine, merci Alice.